Le docteur a dit que ses trois filles avaient des jours à vivre. Puis l'homme le plus craint à New York est tombé à ses genoux et a pleuré comme un enfant. Alexander Rousseau n'avait pas pleuré en 15 ans. Pas quand il a tué son premier homme à 19 ans. Pas quand il a enterré sa femme Victoria il y a 2 ans. Mais le jour où le docteur Catherine Wells a dit « Vos filles ont peut-être 2 semaines restantes », ce jour-là, quelque chose à l'intérieur de lui s'est brisé. Emma, Sophie, Grace, 7 ans, mourantes. La leucémie avait tout volé. Leurs cheveux, leur énergie, leur enfance. Maintenant, elles venaient pour leur vie. Alexander se tenait dans l'aile hôpital de son manoir du Connecticut, fixant 3 petits chevaux dans des lits d'hôpital, des tubes dans leurs bras, des machines bipant, leur respiration si superficielle il fallait regarder de près juste pour savoir elles étaient encore vivantes. Il avait dépensé des millions. Appelé chaque spécialiste, l'argent pouvait acheter. Menacer des docteurs, corrompu des chercheurs, rien n'a marché. Sa réputation était une ombre sombre qui s'étendait sur 5 États, laissant une traînée de soumission dans son sillage. Mais rien de tout cela n'importait maintenant. Grace, la plus petite, a ouvert ses yeux. Sa voix était à peine un murmure. « Papa, vais-je mourir? » La poitrine d'Alexander s'est serrée. Il s'est agenouillé à côté de son lit, a pris sa minuscule main dans la sienne. « Non, bébé, j'ai promis à ta maman que je te protégerai. » Mais même en le disant, il connaissait la vérité. Il les perdait. Et pour la première fois de sa vie, il n'y avait rien qu'il pouvait faire à ce sujet. Avant de continuer, appuyez sur ce bouton d'abonnement et activez les notifications. Laissez un commentaire me disant d'où vous regardez. Et si vous croyez au miracle, continuez à regarder parce que parfois l'espoir entre par la porte quand vous vous y attendez le moins. Le lendemain matin, le manoir Rousseau a sombré dans l'atmosphère d'un salon funéraire. Une lumière faible s'est glissée à travers de lourds rideaux noirs, jetant un froid qui ressemblait à une morgue. Les arrangements floraux qui avaient autrefois été vifs étaient maintenant flétris. Des pétales éparpillés sur les dessus de tables, sans personne ne se donnant la peine de les enlever. Dans la cuisine, la cuisinière était assise immobile à côté de casseroles devenues froides, ne faisant rien du tout parce que, comme elle a dit, les enfants ne pouvaient plus manger de toute façon. Le personnel de maison a dérivé de pièce en pièce comme des fantômes, chuchotant dans des coins ombragés, évitant les yeux des uns et des autres, comme s'ils avaient une peur d'admettre ce que personne n'osait dire à voix haute. La maison entière avait l'impression de retenir son souffle, prête pour une fin inévitable que tout le monde pouvait sentir, mais que personne n'osait nommer. Puis elle est apparue. Charlotte Brooks est arrivée au portail principal du manoir Rousseau à 8h du matin. Personne ne l'avait invitée. Personne ne l'avait programmée. Elle était simplement là debout devant l'imposant portail en fer comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. 28 ans, cheveux bruns attachés proprement à la nuque de son cou. Un vieux manteau avec des épaules usées minces de trop d'hiver. Pas de bijoux, pas de maquillage, rien qui attirait l'attention sur soi. Mais ses yeux étaient différents. En eux vivait une tristesse si profonde, elle appartenait seulement aux personnes qui avaient été témoins du pire que la vie peut faire. Et derrière cette tristesse était une étrange constance, comme si elle avait traversé l'enfer, et il ne restait rien qui pouvait l'effrayer. 2 grandes gardes de sécurité l'ont arrêtée au portail. L'un d'eux l'a regardée de haut en bas avec un mépris ouvert. Il a demandé qui elle était et si elle avait un rendez-vous. Charlotte a répondu d'une voix calme. Elle a dit qu'elle était venue pour les enfants. Le garde a laissé échapper un rire moqueur, le genre de rire de quelqu'un qui avait entendu trop de promesses vides. Il lui a dit que tout le monde disait qu'ils étaient venus pour les enfants et qu'elle devrait faire la queue. Mais Charlotte n'a pas bougé. Elle est restée là, rencontrant leur regard, comme si elle avait plus de droit d'être sur ce terrain que n'importe qui d'autre. Elle a dit que dans ce cas, elle voulait voir quiconque était en charge. Peut-être c'était son entêtement. Ou peut-être c'était quelque chose dans ses yeux qui a fait le garde hésiter.
Il s'est détourné et a appelé quelqu'un. 10 minutes plus tard, Madame Sullivan est apparue. La gouvernante de 65 ans avait travaillé pour la famille Rousseau pendant 20 ans. Elle avait tout vu des réunions secrètes à minuit, aux coupes de feu résonnant de l'aile du manoir, mais rien ne l'avait usé comme les 6 derniers mois l'avaient fait. Elle a étudié Charlotte de la tête aux pieds, son expression fatiguée et dubitative. Elle a soupiré et a dit c'était une autre. Au cours des 6 derniers mois, ils avaient eu 12 infirmières, des spécialistes d'Europe, des guérisseurs, des diseuses de bonne aventure, et personne n'a duré plus de 2 jours. Charlotte n'a pas cligné des yeux. Elle a dit qu'elle n'était pas infirmière. Madame Sullivan a demandé ce qu'elle était alors. Charlotte a dit qu'elle était celle qui n'abandonnerait pas. Madame Sullivan a continué à la regarder pendant un long moment. Elle avait vu trop de gens dire des choses comme ça, seulement pour courir quand ils voyaient 3 minuscules petites filles allongées dans des lits d'hôpital, leur respiration faible, leur peau blanche comme du papier. Mais il y avait quelque chose de différent dans les yeux de cette jeune femme. Pas la confiance naïve de quelqu'un qui n'avait jamais affronté la mort, mais la dure constance de quelqu'un qui avait regardé la mort en face et était resté debout. « Écoutez, ma fille et madame, » Sullivan a dit, sa voix adoucissant juste un peu. « Cette maison attend de mourir. Il ne reste rien à faire sauf attendre, » a répondu Charlotte, sa voix ne vacillant pas même le plus petit peu. Alors peut-être elle a besoin de quelqu'un qui refuse d'attendre. Le silence s'est étiré. Madame Sullivan l'a regardé de nouveau longtemps, comme si essayant de lire quelque chose caché derrière ses yeux bruns. Puis elle a laissé échapper un souffle. Elle a demandé si Charlotte voulait rencontrer M. Rousseau. « D'accord, » elle a dit, « mais ne dites pas, elle ne l'avait pas averti. » Charlotte a hoché la tête. Elle a dit elle avait reçu des avertissements toute sa vie et il ne l'avait jamais arrêté. La gouvernante s'est tournée et a mené Charlotte à travers le portail en fer. Et comme Charlotte Brooks a marché sur les terrains du manoir Rousseau, elle n'avait aucune idée elle venait de marcher dans la tanière d'un des hommes les plus dangereux d'Amérique. Elle n'avait rien dans ses mains, pas de diplôme, pas de connexion, pas de plan, seulement un vieux manteau usé et des yeux qui avaient vu beaucoup trop de douleur. Mais elle a traversé ce portail comme si elle avait tout le droit de rester. Madame Sullivan a conduit Charlotte à travers les longs corridors creux du manoir Rousseau. Charlotte a suivi en silence, mais ses yeux n'ont jamais cessé de tout observer. Les hautes fenêtres étaient équipées de barreaux déguisés avec une finesse attentive. Au premier coup d'œil, de simples motifs décoratifs, mais en vérité, de l'acier massif. Des caméras de sécurité étaient à chaque coin, des lumières rouges clignotant régulièrement comme des yeux qui ne dormaient jamais. 2 grands hommes en costume noir montaient la garde au bout du couloir, leurs regards froids comme de la glace, les bras croisés sur leur poitrine, suivant chaque pas de Charlotte. Ce n'était pas la maison d'un homme d'affaires ordinaire. Alors qu'il passait, une porte laissée légèrement entr'ouverte. Charlotte a jeté un bref coup d'œil à l'intérieur. Une large pièce avec une longue table de conférence, de multiples écrans d'ordinateur, des cartes épinglées au mur, et un râtelier d'armes contenant des dizaines d'armes à feu, chacune alignée avec un ordre méticuleux. Avant qu'elle puisse regarder plus attentivement, Madame Sullivan a serré son bras, sa voix tombant à un quasi-murmure. « Regardez droit devant. Ne posez pas de questions. Vous ne voulez pas connaître les réponses à Charlotte n'a rien dit. Elle a simplement continué à marcher derrière la gouvernante. Ils se sont arrêtés devant une lourde porte en chêne au bout du corridor. Madame Sullivan a frappé 2 fois, puis l'a poussée ouverte. Le bureau d'Alexander Rousseau était spacieux et magnifique. Bois cher, tableaux antiques sur les murs, un tapis persan sous ses pieds. Mais Charlotte a remarqué d'autres choses aussi. Un coffre-fort massif dans le coin, des moniteurs de sécurité montrant des images de tout le domaine, et un air si lourd qu'il semblait que la pièce elle-même retenait son souffle. Alexander était assis dos à la porte, un téléphone pressé contre son oreille. Sa voix était froide comme de l'acier alors qu'il parlait dans le récepteur.
Dites à Maroney que s'il n'a pas mon argent d'ici vendredi, il perdra plus que son entreprise. Il perdra la capacité de marcher. Il a raccroché, a tourné sa chaise, et son regard est tombé sur Charlotte comme des lames jumelles. « Qui êtes-vous? » Charlotte a répondu, sa voix stable. « Charlotte Brooks, je suis ici pour aider vos filles. » Alexander a laissé échapper un rire dur, un rire sans chaleur du tout. Aide. Un docteur de Johns Hopkins ne pouvait pas aider. Un spécialiste de Suisse ne pouvait pas aider. Et vous, une personne sans importance dans un manteau bon marché, vous pensez vous pouvez aider? Charlotte n'a pas cligné des yeux. Je ne suis pas docteur. Alors qu'êtes-vous? Une faiseuse de miracles, une sainte. Je suis seulement quelqu'un qui refuse de les abandonner. Alexander s'est levé de sa chaise. Il se tenait presque une tête plus grande qu'elle, aux épaules larges, toute sa présence rayonnant autorité et danger. Il a marché vers Charlotte, utilisant sa taille comme les hommes comme lui le faisaient toujours, pour intimider, pour la forcer à reculer comme tout le monde avait reculé avant. L'aile médicale est interdite. Mes filles ont besoin de repos. Elles ont besoin de calme. Elles ont besoin, Charlotte l'a coupé, quelque chose que personne n'avait osé faire depuis des années. Les enfants mourants n'ont pas besoin de calme, Monsieur Rousseau. Elles ont besoin de quelqu'un qui les regarde toujours comme des enfants vivants. Pas comme des patients attendant de mourir, mais comme des petites filles qui méritent de rire une fois de plus. Silence. Alexander se tenait là, les yeux plissés, la mâchoire serrée fort. Il s'est rapproché, si près Charlotte pouvait sentir le whisky et la fumée de cigare sur lui. Si près elle pouvait sentir le danger se dégager de lui comme la chaleur d'une fournaise. Savez-vous qui je suis? Savez-vous ce que je fais aux gens qui me font perdre mon temps? Charlotte n'a pas reculé d'un seul pas. Elle a rencontré son regard de front. Ses yeux froids d'un homme qui avait tué, qui avait construit un empire sur le sang et la peur. Je me fiche de qui vous êtes. Je me soucie seulement de 3 petites filles qui manquent de temps. L'air est devenu tendu comme un fil étiré au point de rupture. L'homme dont la parole était loi dans les coins les plus sombres de la ville, faisant face à une femme qui ne possédait rien d'autre que sa propre volonté inébranlable. Et à ce moment, Alexander a vu quelque chose dans ses yeux. Pas la peur, pas la cupidité, pas la faiblesse qu'il avait l'habitude de voir chez tout le monde autour de lui, seulement de la résolution. La résolution de quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre. Il lui a tourné le dos. Faites ce que vous voulez, mais restez loin de moi. Charlotte est sortie du bureau. Juste devant la porte, un homme d'environ 40 ans attendait. Marcus, le chef de la sécurité, son visage inexpressif comme s'il était taillé dans la pierre. Il a bloqué son chemin, sa voix basse et égale. Tout ce que vous voyez dans cette maison, vous l'oubliez. Tout ce que vous entendez, vous ne l'avez jamais entendu. Comprenez-vous? Charlotte a répondu. Je suis ici pour les enfants, pas pour autre chose. Marcus l'a étudiée pendant une longue seconde, comme si mesurant si elle pouvait être digne de confiance. Puis il s'est écarté et l'a laissé passer. Charlotte Brooks avait marché dans la tanière du diable. Elle avait vu les fusils, les gardes, la froide cruauté dans sa voix. Une femme intelligente aurait couru, mais Charlotte Brooks avait arrêté de courir le jour où elle a enterré sa fille. Maintenant, elle savait seulement comment se battre. Madame Sullivan a conduit Charlotte à l'aile ouest du manoir, une section qui avait été convertie en unité médicale privée. Quand la porte s'est ouverte, Charlotte est entrée et son cœur s'est serré. 3 lits d'hôpital d'un blanc éclatant étaient alignés en rang. Des murs blancs froids, des rideaux noirs scellant les fenêtres de sorte que pas un seul fil de lumière ne pouvait passer. La forte odeur de désinfectant a frappé son nez, des machines tic-tac en rythme régulier, comme un compte à rebours vers une fin que personne ne voulait imaginer. Il n'y avait pas de photographie sur les murs, pas de jouets, pas de couleurs. Cette pièce n'était pas destinée à vivre. C'était une pièce où le temps semblait s'arrêter, comptant à rebours vers une fin inévitable. Et 3 minuscules petites filles étaient allongées sur ces 3 lits.
comme trois fleurs se fanant dans l'obscurité. Charlotte est restée là un instant, observant, et puis elle a fait quelque chose que personne n'attendait. Elle a retiré les gants médicaux que Madame Sullivan lui avait tendus et les a jetés à la poubelle. La gouvernante a commencé à dire quelque chose, mais Charlotte s'était déjà déplacée vers le premier lit. Où Emma était allongée, elle a posé sa main nue contre la joue de l'enfant, sentant la peau fragile et glacée sous sa paume. Emma a ouvert ses yeux, surprise par la chaleur sur sa chair. Ses yeux se sont écarquillés de surprise. Votre main est chaude. Tous les ordres partent des gants. Charlotte a esquissé un petit sourire doux. Les gants sont pour les étrangers. Je ne suis plus une étrangère. Emma l'a regardé avec le doute là d'une enfant qui avait vu trop de gens venir et partir. Qui êtes-vous, une autre nouvelle infirmière? Non, je suis Charlotte et je reste du lit du milieu. Sophie a demandé doucement, sa voix aussi légère que le souffle. Restez. Combien de temps? Aussi longtemps que vous avez besoin de moi. Et du dernier lit où Grace était allongée, la plus petite et la plus faible des trois sœurs. Une voix frêle s'est élevée. Chaque mot venait avec effort, comme si chaque syllabe était une lutte extraordinaire. Tout le monde nous regarde comme si nous étions déjà mortes. Charlotte a senti son cœur se briser. Elle est allée au chevet de Grace et s'est agenouillée de sorte que ses yeux étaient au niveau de ceux de l'enfant. Elle a pris la minuscule main de Grace, si froide et si mince qu'elle pouvait sentir chaque petit os sous la peau délicate. « Alors tout le monde a tort, » a dit Charlotte, sa voix ferme. « Je ne vois pas de fantômes quand je vous regarde, Grace. Je vois des combattantes. Je vois trois petites filles qui n'ont jamais abandonné. » Grace l'a regardée, les yeux écarquillés scintillant avec quelque chose qu'elle avait oublié depuis longtemps. Espoir. Charlotte s'est levée et a marché vers la fenêtre. Elle a saisi le lourd rideau noir et l'a tiré ouvert. La lumière du soleil a inondé la pièce pour la première fois depuis des mois, repoussant l'obscurité comme un miracle. Les trois filles ont plissé les yeux, levant leurs mains pour protéger leur visage. Sophie a laissé échapper un petit gémissement. Trop lumineux. Charlotte a ouvert la fenêtre, laissant l'air hivernal se déverser. Froid mais propre, balayant une pièce qui avait été scellée trop longtemps avec l'odeur de médicaments et de maladies. Emma a demandé anxieusement, « Nous allons devenir encore plus malades. » Charlotte s'est retournée vers elle, ses yeux doux mais inflexibles. « Le soleil et l'air frais n'ont jamais rendu personne malade, chérie. L'obscurité est ce qui vous a fait du mal. » Cette nuit-là, Charlotte était assise sur une chaise entre les trois lits de l'hôpital. Elle n'a pas lu leur dossier. Elle n'a pas vérifié les machines. Elle n'a fait aucune des choses que les infirmières et les docteurs avant elle avaient faites. Elle a seulement chanté, une douce berceuse, une mélodie simple que toute mère connaîtrait. Sa voix n'était pas belle. Un peu hors de rythme par endroits, mais étrangement chaude. Emma a parlé soudainement, sa voix épaisse de larmes. Ma maman chantait cette chanson aussi. Charlotte a ravalé ses larmes. Alors chantons-la pour votre mère. D'accord. Et elle a continué à chanter doucement jusqu'à ce que chaque petite fille, une par une, ferme ses yeux. Pour la première fois depuis des mois, Emma, Sophie et Grace ont dormi sans cauchemar. Pas de pleurs dans l'obscurité, pas d'appels désespérés pour leur mère. Seulement un sommeil paisible. Avant qu'elle ne s'endorme, Grace a murmuré, sa voix si petite, Charlotte a dû se pencher pour l'entendre. « Mademoiselle Charlotte, serez-vous ici quand je me réveillerai? » Charlotte s'est penchée, a pressé un léger baiser sur le front de l'enfant et a senti la chaleur fragile dans sa peau tendre. « Je promets, chérie, je serai juste ici. » Grace a souri, un minuscule sourire, mais réel, et puis elle a fermé ses yeux. Charlotte est restée là dans l'obscurité, regardant trois petites formes dormir en paix tranquille, et les larmes ont commencé à couler sur ses joues. Elle ne les a pas essuyées, elle les a simplement laissées tomber. Elle avait promis, une promesse d'être là quand elle se réveillerait.
La même promesse qu'elle avait une fois prononcée à une autre petite fille dans une autre chambre d'hôpital par une nuit sombre 4 ans plus tôt. Une promesse qu'elle n'avait pas pu tenir. 3 jours ont passé. 3 jours durant lesquels Charlotte n'a pas quitté la chambre des malades plus de quelques heures à la fois. Elle a dormi sur la chaise entre les 3 lits, se réveillant chaque fois qu'une des filles bougeait, racontant des histoires quand elles ne pouvaient pas dormir, chantant des berceuses quand la peur les saisissait. Et quelque chose changeait, même si personne n'osait le mettre en mots. À 6 heures du matin, le 4e jour, Alexander a sursauté dans son lit à cause d'un son qu'il ne reconnaissait pas. Il est resté immobile un instant, écoutant, pensant il devait rêver, mais le son est revenu, plus clair cette fois. Rire, mince, fragile, faible, mais indubitablement des rires. Le cœur d'Alexander a commencé à s'emballer. Ses filles n'avaient pas ri depuis plus d'1 an, depuis que Victoria était morte. Depuis que la maladie avait commencé à leur voler des morceaux un par un, le rire avait disparu de cette maison comme s'il n'avait jamais existé. Il a enfilé sa robe de chambre et s'est déplacé rapidement à travers les longs corridors vers l'aile médicale. À chaque pas, le rire devenait plus distinct et son cœur se serrait autour d'un sentiment qu'il avait oublié il y a longtemps. Quand il a atteint la porte de la chambre des malades, il s'est arrêté. La porte était ouverte, la lumière du soleil matinal inondant la pièce, et ce qu'il a vu l'a rendu incapable de croire ses yeux. Charlotte se tenait au milieu de la pièce tenant une brosse à cheveux comme un microphone. Elle chantait, ou plutôt, elle chantait délibérément faux de la manière la plus désastreuse possible. Sa voix tremblait plate et fausse, plus comme le miaulement d'un chat qu'une chanson. Et Emma, son aînée, riait. Le rire était faible, mais il était réel. Sophie a applaudi, ses yeux brillants comme de petites étoiles. Et Grace, la plus petite, la plus frêle, l'enfant qu'il craignait de perdre en premier, avait les coins de sa bouche se levant en un sourire, son premier sourire depuis des mois. Alexander se tenait là comme transformé en pierre. Il n'est pas entré. Il est resté dans l'embrasure de la porte, regardant, écoutant, essayant de graver ce moment dans son esprit, comme s'il pouvait disparaître à tout moment. C'était un son qu'il avait cru ne jamais entendre de nouveau. C'était une vue qu'il avait abandonné l'espoir de jamais voir. Charlotte l'a remarqué à la porte. Elle a arrêté de chanter et a souri. « Bonjour, Monsieur Rousseau. Voudriez-vous vous joindre à nous? » Alexander n'a pas répondu. Il ne savait pas quoi dire. Emma a tourné sa tête vers son père, sa voix faible, mais étrangement brillante. « Papa. » Mademoiselle Charlotte chante si terriblement. C'était la phrase la plus longue et la plus heureuse qu'Emma avait prononcée depuis des semaines. Alexander voulait rire, voulait pleurer, voulait serrer ses filles dans ses bras, mais il est seulement resté là, la gorge serrée, et puis il s'est tourné et est parti. Il ne voulait personne voir que ses yeux étaient humides. Cet après-midi-là, le docteur Catherine Wells est arrivé pour le rendez-vous régulier de la famille. Elle avait été le médecin privé de la famille Rousseau pendant des années. Elle avait surveillé Victoria pendant sa grossesse, accouché des 3 filles, et elle était aussi celle qui avait dit à Alexander que ses filles n'avaient plus que 2 semaines à vivre. Elle a examiné chaque enfant attentivement, vérifié la tension artérielle, écouté les cœurs et les poumons, examiné les lectures sur les moniteurs, et son expression est devenue plus confuse à chaque minute. Quand elle a fini, elle est sortie pour parler avec Alexander, 2 dossiers dans sa main. « Alexander, j'ai besoin de vous montrer quelque chose. » Elle a tendu 2 ensembles de résultats de tests, un de la semaine précédente et un d'aujourd'hui, et les a placés côte à côte. Leur nombre de globules blancs se stabilise. Le niveau d'oxygène sanguin d'Emma est en hausse de 12%. L'appétit de Sophie a doublé. Elle mange beaucoup plus qu'elle ne le faisait. Et Grace, elle s'est arrêtée, secouant de la tête comme si elle ne croyait pas ce qu'elle disait. La fièvre de Grace est tombée pour la première fois depuis 1 mois. Alexander a fixé les chiffres sur la page, son cœur battant plus fort. Qu'est-ce que cela signifie? Elles vont mieux. Le docteur Wells est resté silencieuse longtemps.
Je ne sais pas, a-t-elle admis, sa voix épaisse d'étonnement. Médicalement, cela ne devrait pas arriver. Pas sans aucun traitement agressif. Pas quand elle a secoué la tête de nouveau. Je ne peux pas l'expliquer. Son regard s'est déplacé vers la chambre des malades où Charlotte était assise à côté du lit de Grace, lisant d'une voix douce. Je ne sais pas ce que cette femme fait, mais quoi qu'elle fasse, ne l'arrêtez pas. Ne la questionnez pas. Laissez-la juste continuer. Alexander a hoché la tête, ne disant rien. Le docteur Wells a rangé son équipement et est parti, et il était seul dans le couloir. Il a marché plus près de la porte de la chambre des malades et s'est tenu là, regardant à l'intérieur. Charlotte était assise à côté du lit de Grace, tenant la main de l'enfant, racontant une sorte de conte de fées. Ses filles étaient toujours pâles, toujours minces, toujours faibles. Mais quelque chose était différent. Leurs yeux n'étaient plus ternes comme ils l'avaient été. Leurs joues avaient une touche de couleur. Elles avaient l'air de vivre, vraiment de vivre, pas simplement d'attendre de mourir. La science ne pouvait pas expliquer cela. La médecine ne pouvait pas expliquer cela. Les chiffres disaient ces filles étaient toujours en train de mourir, mais leurs yeux disaient autre chose. Et pour la première fois depuis des mois, Alexander Rousseau a ressenti autre chose que du désespoir. Il a ressenti la plus petite menace d'espoir. Un espoir qui était effrayant et dangereux, parce que l'espoir pouvait rendre la chute 10 000 fois pire. Une semaine a passé, une semaine durant laquelle de petites éclats de rire ont commencé à résonner plus souvent dans la chambre des malades. Une semaine durant laquelle les filles ont mangé plus, parlé plus, et leurs yeux ont commencé à s'illuminer au lieu de rester ternes comme ils l'avaient été avant. Tôt ce matin-là, Charlotte était debout dans la cuisine avec Madame Sullivan. La gouvernante préparait le petit déjeuner quand Charlotte a parlé. « J'ai besoin de quelque chose. Des ballons roses et violets, des décorations, des ingrédients de pâtisserie et des bougies. » Madame Sullivan a fait une pause, la fixant avec surprise. « Pourquoi faire? » Charlotte a répondu, son ton aussi calme que si elle commentait la météo. « Les filles auront 7 ans dans 10 jours. Nous allons leur organiser une fête d'anniversaire. » Le visage de Madame Sullivan est devenu pâle. Elle a posé le couteau et a regardé Charlotte avec une expression qui contenait à la fois de la pitié et de l'inquiétude. « Mademoiselle Brooks, une fête d'anniversaire. Ses enfants pourraient ne pas. » Elle n'a pas fini la phrase. Elle n'avait pas à le faire. Elles ont toutes deux compris ce qu'elle voulait dire. Elles pourraient ne pas vivre pour voir leur anniversaire. Charlotte a rencontré son regard sans le moindre vacillement. Alors nous leur donnons une raison de se battre pendant 10 jours de plus. Une voix froide a interrompu depuis l'embrasure de la cuisine. Une fête d'anniversaire. Alexander se tenait là, et personne ne savait combien de temps il était là, combien il avait entendu. Son visage était vide, mais sa voix sonnait comme de l'acier refroidi. Charlotte s'est tournée pour lui faire face. Oui, Alexander est entré dans la cuisine, chaque pas lourd, comme un marteau frappant la pierre. Une fête d'anniversaire pour 3 enfants qui pourraient mourir avant de jamais pouvoir souffler les bougies. Vous pensez cela est gentil. Charlotte n'a pas reculé. Je pense que c'est nécessaire. Alexander a explosé. C'est cruel. Sa voix a tonné à travers la cuisine. Et Madame Sullivan a reculé. Vous leur donnez un faux espoir. Vous les faites croire en un demain qui pourrait ne jamais venir. Et quand elles partiront, quand je devrais enterrer 3 promesses vides, alors quoi? Que direz-vous alors? Comment est-ce gentil? La cuisine est tombée dans un silence tendu. Madame Sullivan était pressée dans un coin, peur de respirer trop fort. Mais Charlotte n'a pas tremblé. Elle se tenait là, faisant face à la fureur de l'homme le plus puissant de New York. Et quand elle a parlé, sa voix a tremblé légèrement, mais est restée forte. Je sais ce que ça fait de s'asseoir à côté d'un lit d'hôpital, Monsieur Rousseau. Je sais ce que ça fait de regarder quelqu'un que vous aimez s'éteindre pendant que le monde continue de tourner comme si rien ne se passait. Elle a fait une pause, ses yeux allant loin, comme si elle regardait dans un souvenir douloureux qu'elle avait essayé d'enterrer longtemps.
Et je connais la différence entre abandonner et leur donner quelque chose à quoi s'accrocher. L'espoir n'est pas cruel. Abandonner est cruel. Le silence est cruel. Les traiter comme si elles sont déjà des cadavres, ça c'est cruel. Un lourd silence s'est installé sur la cuisine. Alexander l'a fixé et pour la première fois, il a vu quelque chose derrière ses yeux bruns. Pas l'entêtement naïf de quelqu'un qui n'avait jamais goûté à la perte, mais la douleur. Vieillère douleur, profonde et brute, jamais entièrement guérie. La douleur de quelqu'un qui s'était tenu là où il se tenait, qui avait vu ce qu'il voyait et qui avait perdu la chose qu'il était terrifié de perdre. Charlotte Brooks n'était pas seulement une femme têtue s'accrochant à un espoir naïf. Elle était quelqu'un qui avait traversé l'enfer et survécu. Alexander n'a rien dit de plus. Il l'a regardé longtemps, très longtemps, comme si essayant de lire l'histoire cachée derrière ses yeux. Puis, il s'est tourné et est sorti de la cuisine. Mais il ne l'a pas interdit, il ne l'a pas arrêté, il ne lui a pas ordonné de démissionner. Il est simplement parti. Quand les pas d'Alexander se sont estompés, Madame Sullivan a laissé échapper un souffle comme si elle l'avait retenu pendant tout l'échange. Elle a regardé Charlotte différemment maintenant, non plus avec scepticisme, mais avec un respect tranquille. Puis, elle a dit doucement, « Je suppose nous avons besoin de faire une liste de courses. » Charlotte a expiré, ses épaules s'affaissant. Elle n'avait pas réalisé à quel point elle avait été tendue jusqu'à ce que cette tension se relâche finalement. Elle avait gagné une bataille, mais la guerre était encore longue. Charlotte ne se battait pas seulement pour les filles d'Alexander Rousseau, elle combattait une guerre qu'elle avait perdue une fois auparavant. Et Alexander Rousseau, l'homme qui n'avait jamais reculé devant personne, s'est retrouvé à s'écarter pour faire de la place à une femme qui n'avait rien dans ses mains, sauf l'espoir et un cœur brisé. Cette nuit-là, vers 23h01, Charlotte s'est réveillée au son de Grace Toussaint. Elle a vérifié les filles et a vu qu'elles dormaient toujours paisiblement. Mais elle a réalisé qu'elle avait manqué de serviettes propres. Elle a décidé d'aller en chercher plus. Le manoir Rousseau était énorme et compliqué comme un labyrinthe, et dans l'obscurité, chaque corridor ressemblait au même. Charlotte est allée du mauvais côté et a erré dans l'aile est de la maison, une zone où elle n'avait jamais mis les pieds. C'était plus sombre là, plus froid, sans les lumières chaudes qui adoucissaient le reste du manoir. Aucun personnel ne s'y déplaçait. Il y avait seulement l'obscurité et un silence effrayant. Elle était sur le point de faire demi-tour quand elle a remarqué de la lumière se glissant par la fente d'une porte au bout du couloir. Des voix se faisaient entendre, basses et froides. Charlotte savait qu'elle devrait se détourner, mais ses pieds ont continué à bouger vers cette lumière comme si elle était hypnotisée. Elle s'est rapprochée, s'est pressée contre le mur et a regardé à travers l'étroite ouverture de la porte à moitié fermée, et ce qu'elle a vu a fait son sang se transformer en glace. Alexander se tenait au milieu de la pièce. Lui faisant face était un homme d'âge moyen. Le visage de l'homme était contusionné, ses lèvres enflées, du sang s'écoulant du coin de sa bouche. Ses mains étaient liées derrière son dos, ses genoux sur le sol en béton gelé. Marcus et d'un autre garde du corps se tenaient derrière lui, les visages froids comme de la pierre, sans un scintillement d'émotion. Alexander a parlé, et c'était la voix la plus froide que Charlotte avait jamais entendue, plus froide que la première fois qu'ils se sont rencontrés. Froide comme si cet homme n'avait plus une trace d'humanité restante. « Tu m'as volé, Danny. 200 000 $. Tu pensais que je ne le saurais pas. » Danny a tremblé, des larmes et du sang se mêlant sur son visage abîmé. « S'il vous plaît, monsieur Rousseau, j'ai une famille. Je le rembourserai, je le jure. » Alexander s'est penché et a regardé droit dans les yeux du traître. « Vous avez une famille. Moi aussi. La différence est que je ne trahis pas les gens qui me font confiance. » Puis il a fait un signe de tête à Marcus. Juste un petit signe de tête. Pas de mots nécessaires. Marcus s'est avancé et a donné un coup de poing violent dans l'estomac de Danny. L'homme s'est courbé en deux, toussant violemment,
de la salive et du sang éclaboussant le sol. Charlotte a mis une main sur sa bouche pour s'empêcher de faire un son. Alexander s'est redressé et a regardé l'homme se tordant à ses pieds avec des yeux qui ne contenaient aucune pitié du tout. Vous avez 48 heures pour rendre chaque sou. Si je dois venir vous chercher de nouveau, je ne serai pas aussi patient et votre famille. Ils devront trouver un nouveau fournisseur. Danny a sangloté, les sanglots d'un homme qui avait complètement craqué. Oui. Oui, Monsieur Rousseau. Merci. Merci. Alexander lui a tourné le dos. Faites-le sortir de ma maison. Charlotte a reculé, son cœur battant comme un tambour de guerre, ses jambes tremblant si fort elle a failli tomber. Elle s'est tournée et s'est déplacée aussi vite qu'elle pouvait sans faire de bruit, se dépêchant à travers des corridors noirs comme de l'encre, jusqu'à ce qu'elle retourne à sa chambre. Elle s'est allongée, mais elle ne pouvait pas dormir. Les images se rejouaient dans sa tête comme un film d'horreur sans bouton d'arrêt. Les yeux froids d'Alexander, le bruit sourd du poing contre la chair, les pleurs suppliants, la cruauté calculée dans chaque mot, chaque geste, c'était le vrai Alexander Rousseau, pas le père qui s'agenouillait à côté du lit de sa fille, pas l'homme qui a pleuré quand il a entendu le verdict du docteur, mais le chef de la mafia que New York craignait. Un homme qui pouvait ordonner à quelqu'un d'être battu comme si c'était la chose la plus ordinaire au monde. Charlotte était allongée dans l'obscurité, fixant le plafond, son esprit tourbillonnant. Il était dangereux. Il blessait les gens. Il était. Mais puis elle s'est souvenue. Elle s'est souvenue de la façon dont il s'était agenouillé à côté du lit de Grace, tenant la minuscule main comme si c'était le trésor le plus précieux au monde. Elle s'est souvenue du tremblement dans sa voix quand il a demandé au Dr. Wells s'il allait les perdre. Elle s'est souvenue de ses yeux rougis quand il regardait ses filles rire. Les monstres ne pleurent pas pour leurs enfants, n'est-ce pas? Elle s'est retournée et s'est agitée jusqu'à ce que la première lumière de l'aube se glisse à travers le rideau. Elle n'avait pas de réponse. Elle avait vu l'obscurité en lui, la froideur, la cruauté calculée qui faisait tomber des hommes adultes à genoux et supplier. C'était le vrai Alexander Rousseau, le monstre que tout le monde craignait, et demain elle devrait le confronter de nouveau. Le lendemain matin, Charlotte est entrée dans la chambre des malades comme elle le faisait chaque jour. Mais quelque chose était différent. Elle parlait moins, ses yeux évitant l'embrasure de la porte, comme si elle avait peur de voir quelqu'un là. Ses mouvements étaient plus mécaniques, manquant de la chaleur naturelle que les filles avaient appris à connaître ces derniers jours. Emma, la plus sensible des trois sœurs, a remarqué immédiatement. « Mademoiselle Charlotte, vous allez bien? Vous avez l'air si fatiguée. » Charlotte a essayé de sourire, mais le sourire n'a pas atteint ses yeux. « Je vais bien, chérie. J'ai juste mal dormi la nuit dernière. » Emma l'a regardé un peu plus longtemps, les yeux encore enfantins, mais plus vieux que ses années, comme si elle savait quelque chose n'allait pas. Mais elle n'a pas demandé de nouveau. Puis il est apparu. Alexander est entré dans la chambre des malades, quelque chose qu'il faisait rarement pendant la journée. Habituellement, il venait seulement le soir quand les filles étaient sur le point de dormir, pour embrasser leur front et murmurer bonne nuit. Mais aujourd'hui, il est venu au milieu de la journée et son regard est allé droit vers Charlotte. « Mademoiselle Brooks, j'ai besoin de parler. Pas une question, un ordre. » Charlotte s'est levée, son cœur battant plus vite, et l'a suivie dans le couloir. Quand la porte de la chambre des malades s'est fermée derrière eux, Alexander s'est tourné vers elle, ses yeux vifs et froids. « Vous avez vu quelque chose la nuit dernière. Je sais que vous l'avez fait. » Charlotte a essayé de garder sa voix calme. « Je ne comprends pas de quoi vous parlez. » Alexander s'est rapproché, assez près pour qu'elle puisse voir l'ombre rugueuse de la barbe naissante le long de sa mâchoire. « Vous êtes une terrible menteuse. Vos mains tremblent. » Silence. Charlotte a regardé ses mains. Et c'était vrai. Elles tremblaient juste légèrement. Elle ne pouvait pas le cacher. « L'homme Danny, a-t-elle murmuré, sa voix aussi douce que le souffle. « L'avez-vous tué? » Alexander a répondu sans le moindre changement de ton. « Non,
mais je l'ai entendu, et je le ferai de nouveau si j'ai besoin. Charlotte l'a fixé, des sentiments se heurtant à l'intérieur d'elle. Comment pouvez-vous faire ça et puis entrer dans cette pièce et sourire à vos filles? Alexander a laissé échapper un souffle lent, s'est appuyé contre le mur et pour la première fois, Charlotte a vu l'épuisement sur son visage. Pas une fatigue physique, mais la lassitude d'une âme étirée mince. Parce qu'elles sont la seule chose propre dans ma vie, il a regardé vers la porte de la chambre des malades où 3 petites filles attendaient. Tout ce que j'ai construit, l'argent, le pouvoir, l'empire, tout est construit sur le sang et la peur. Mais elles sont innocentes. Elles sont la raison je ne me suis pas complètement perdu, a demandé Charlotte, sa voix plus calme maintenant. Mais comment vous gardez ça séparé? L'homme qui blesse les gens et l'homme qui chante ses enfants pour les endormir. Alexander est resté silencieux longtemps. Ma femme m'a demandé ça une fois. Victoria, elle savait exactement qui j'étais. Et elle m'a quand même épousé. Il a fait une pause, ses yeux dérivant comme dans un souvenir qui vivait loin. Elle disait, « L'homme qui quitte la maison le matin n'est pas l'homme qui revient la nuit. » J'ai épousé celui qui revient. Elle gardait ces 2 mondes séparés. Elle me gardait séparé. Quand elle est morte, j'ai presque laissé l'obscurité tout engloutir. Il a regardé Charlotte et il y avait quelque chose de différent dans son regard maintenant. Plus aussi froid qu'il l'avait été. Puis vous êtes entré et pour la première fois depuis que Victoria était partie, quelqu'un m'a regardé et n'a pas seulement vu un monstre. Charlotte a senti son cœur se serrer. Elle ne savait pas comment répondre à cette honnêteté soudaine. « Je devrais partir », a-t-elle dit, sa voix tremblant un peu. Tout en moi me dit « Je devrais courir », Alexander a demandé, sa voix basse. « Alors pourquoi ne courez-vous pas ?» Charlotte a regardé vers la chambre des malades où 3 petites filles l'attendaient pour qu'elle revienne parce que ses enfants ont besoin de moi plus que j'ai besoin de me sentir en sécurité. Le silence s'est étiré entre eux. Charlotte a parlé de nouveau. « Je ne ferai pas semblant de comprendre votre monde. »« Je ne ferai pas semblant, ça ne m'effraie pas, » Alexander a répondu. « Je ne vous demande pas, » Charlotte a continué. « Mais je ne partirai pas. Pas encore. Pas avant. » Elle s'est arrêtée, incapable de finir. « Avant quoi? » Alexander a demandé. « Jusqu'à ce que je sache, elles iront bien. » Ils se sont regardés en silence plus longtemps que d'habitude, plus longtemps que nécessaire. Aucun d'eux n'a parlé de nouveau. Puis Charlotte s'est tournée et est retournée dans la chambre des malades. Alexander est resté seul dans le couloir, la regardant disparaître derrière la porte. Charlotte avait vu les 2 côtés de lui, le monstre et le père, l'obscurité et l'espoir désespéré. Elle ne pouvait pas les réconcilier. Elle ne pouvait pas les comprendre. Mais d'une certaine manière, elle ne pouvait pas partir non plus. Charlotte s'est réveillée à 5 heures du matin. Elle n'avait pas beaucoup dormi ces dernières nuits, en partie à cause des nerfs, en partie parce qu'elle voulait que tout soit parfait. Tandis que toute la maison était encore noyée dans l'obscurité, elle a tranquillement transformé la chambre des malades en un monde de contes de fées. Des ballons roses et violets pendaient partout, du plafond au coin des lits. Des guirlandes de clinquants scintillantes captaient la lueur de minuscules lumières qu'elle avait cachées sous des fleurs en papier. Une grande bannière avec les mots « Joyeux 7e anniversaire, Emma ». Sophie et Grace pendaient au mur opposé aux 3 lits. Des fleurs fraîches étaient posées sur chaque table de chevet. Des roses et de la lavande libérant un parfum doux qui chassait l'odeur de désinfectant qui avait hanté la pièce pendant tant de mois. Quand la première lumière du soleil du nouveau jour a commencé à se glisser par la fenêtre, Emma a ouvert ses yeux. Elle a cligné des yeux pensant elle devait rêver. Puis elle s'est redressée brusquement, la bouche ouverte, les yeux grands comme des billes. « Sophie, Grace, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. » Sophie et Grace se sont réveillées, et quand leurs yeux se sont ouverts, toutes 2 sont restées immobiles. La pièce blanche froide à laquelle elles s'étaient habituées avait disparu, remplacée par un monde débordant de couleurs et de joie. Sophie a éclaté en sanglots.
Pas de douleur comme elle l'avait fait tant de fois auparavant, mais de bonheur. Ceci est une fête d'anniversaire, Grace a murmuré, sa voix tremblante. Est-ce réel? Est-ce réel? Charlotte est venue, s'est agenouillée et a serré les trois filles dans ses bras. Joyeux anniversaire, mes courageuses filles. Vous l'avez fait. Vous avez combattu et vous l'avez fait. La fête a commencé juste après ça. Madame Sullivan est entrée, portant un énorme gâteau à 3 étages glacé en rose et violet. 7 bougies sur le dessus brûlant avec une douce lueur étincelante. La gouvernante stricte avait maintenant les yeux rougis, son sourire lumineux comme si elle aussi venait de recevoir le cadeau le plus précieux de sa vie. Et puis Marcus est entré et toute la pièce a éclaté de rire. Le chef de la sécurité au visage froid comme de la glace, l'homme que Charlotte avait vu frapper quelqu'un sans hésitation, portait maintenant un chapeau de fête de princesse rose sur sa tête. Il avait l'air totalement ridicule et il le savait. Sophie a ri. « Oncle Marcus, vous avez l'air si drôle. » Marcus a répondu, son expression inchangée. « Je sais. » Un par un, le personnel est entré pour offrir des vœux d'anniversaire. Le cuisinier, le jardinier, les femmes de chambre, tout le monde portait un sourire. Tout le monde avait des larmes coulant sur leurs joues. Pendant des mois, ils s'étaient préparés pour des funérailles. Maintenant, ils assistaient à une fête d'anniversaire. Puis Alexander est entré. La pièce est devenue silencieuse. Il s'est tenu dans l'embrasure de la porte un instant, regardant autour de lui, regardant les ballons, le gâteau, les 3 petites filles assises dans leur lit avec les yeux brillants. Dans ses mains étaient 3 petites boîtes enveloppées de velours rouge. Il a marché vers les lits des filles, s'est agenouillé et a ouvert chaque boîte à son tour. À l'intérieur de chacune était un bracelet en argent complexe, chacun gravé d'un nom. Emma, Sophie, Grace. Alexander a parlé, sa voix épaisse comme si chaque mot devait se frayer un chemin. Votre mère les avait fait faire avant qu'elle ne meure. Elle voulait que vous les receviez pour votre 7e anniversaire. Je les ai gardés tout ce temps. J'avais peur de les sortir parce qu'ils ne pouvaient pas finir, mais tout le monde a compris. Il avait peur ce serait le dernier cadeau. Il avait peur que ses filles ne vivraient pas pour les recevoir. Mais vous êtes ici, a-t-il continué, sa voix tremblante. Vous avez combattu et vous êtes ici, et votre mère voudrait que vous les portiez. Les filles ont jeté leurs bras autour de leur père. Emma a murmuré. « Merci, papa », a dit Sophie, sa voix se brisant. « Maman nous manque tellement. » Et Grace, la plus petite, la plus frêle, a dit quelque chose qui a fait fondre chaque cœur dans la pièce. « Mais nous vous avons toujours, papa. » Alexander a tenu les 3 enfants près et il a pleuré. Pas le cachant, pas honteux. Le tristement célèbre chef de la mafia, l'homme que New York craignait, pleurait dans une pièce remplie de ballons roses, entouré de ses 3 petites filles. Charlotte se tenait dans le coin, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Elle a regardé les 3 filles, leurs cheveux commençant à repousser dans fines mèches fragiles, une touche de couleur dans leurs joues, leurs yeux pétillants de joie. Et elle s'est souvenue d'une autre petite fille, une autre chambre d'hôpital, un 7e anniversaire qui n'est jamais venu, après la fête, quand les filles dormaient de nouveau, leurs mains portant toujours leur nouveau bracelet en argent. Alexander a trouvé Charlotte debout seule dans le couloir. « Merci, a-t-il dit. » Pour tout, Charlotte a secoué sa tête. « Vous n'avez pas besoin de me remercier. »« Je le fais, » Alexander a dit. « Vous m'avez donné quelque chose que j'avais oublié existait. »« Quoi ?» Charlotte a demandé. Alexander l'a regardé, ses yeux plus doux qu'elle ne les avait jamais vus. Espoir. La croyance que demain pourrait vraiment venir. C'était le jour le plus heureux que le manoir Russo avait vu ces 2 dernières années. 3 petites filles riant, un père pleurant de bonheur, une femme debout dans le coin se souvenant d'un anniversaire qui n'est jamais venu. Aucun d'eux ne savait ce qui attendait devant. 2 jours après la fête d'anniversaire, le miracle continuait toujours. Les filles devenaient plus fortes chaque jour. Lentement mais sûrement, Emma pouvait s'asseoir maintenant,
capable de tenir une cuillère et de manger sa bouillie sans que personne ne la nourrisse. Sophie insistait pour s'asseoir près de la fenêtre pour regarder la chute de neige, ses yeux s'illuminant alors que des flocons blancs passaient devant sa vue. Et Grace, l'enfant qui avait presque mouru la nuit du blizzard, a récupéré le plus vite de toutes, comme si vaincre la mort avait versé une force infinie en elle, comme si rien dans ce monde ne pouvait l'arrêter maintenant. Mais ce n'étaient pas seulement les filles qui ont changé. Alexander a changé aussi. Un après-midi, son téléphone a sonné. Affaire. Avant, il aurait répondu immédiatement, laissant tout tomber pour s'en occuper. Mais ce jour-là, il a regardé par la fenêtre et a vu Charlotte jouer avec les filles dans la cour enneigée. Sophie lui lançait des boules de neige. Emma riait. Grace essayait de construire un bonhomme de neige. Il a regardé un long moment, puis a éteint le téléphone. Il n'a pas répondu. Un autre matin tôt, à 6h, il est allé dans la cuisine et a essayé de faire de la bouillie pour les filles. Il n'avait jamais cuisiné de sa vie et le résultat était brûlé, de la fumée s'élevant, l'alarme incendie hurlant presque. Madame Sullivan s'est précipitée, les yeux écarquillés. « Monsieur Rousseau, que faites-vous? » Alexander s'est tourné, son visage poudré de farine, et il a ri. Un vrai rire, le premier depuis des années. « J'apprends. Clairement, je ne suis pas très bon à ça. » Madame Sullivan l'a fixé comme si elle regardait un étranger. Puis elle a ri aussi, le son remplissant la cuisine. Et un jour, Marcus est entré avec son expression sérieuse habituelle. « Monsieur, la famille Colombo veut une réunion. Ils proposent une coopération, une expansion dans leur territoire. » Alexander n'a pas levé les yeux du livre qu'il lisait à Grace. « Refusé. » Marcus a cligné des yeux. « Monsieur, c'est une opportunité majeure que j'ai assez, Marcus. Dites-leur, je ne m'étends plus. Je renforce ce qui compte. » Marcus a hoché la tête et est sorti. Grace a levé les yeux curieuse. « Papa, que signifie renforcer? » Alexander a embrassé son front et a souri. « Cela signifie je choisis de rester plus à la maison, chérie. » Un soir, pendant que Charlotte faisait la vaisselle dans la cuisine, Emma a tiré Alexander dans un coin avec Sophie et Grace traînant derrière. Emma a murmuré, mais elle a murmuré assez fort pour que toute la pièce entende. « Papa, aimez-vous Mademoiselle Charlotte? » Sophie a interrompu. « Aimer, aimer, » Grace a ajouté, « parce que vous continuez à sourire quand elle est ici, et quand elle part, vous devenez si grognon, » Alexander a répondu, essayant de garder son visage sérieux. « Je ne suis pas grognon. » Les trois filles ont répondu ensemble. « Oui, vous l'êtes. » Alexander a jeté un coup d'œil vers Charlotte et ses oreilles sont devenues rouges. Elle se tenait à l'évier leur tournant le dos, mais ses épaules tremblaient alors qu'elle essayait de ne pas rire. Cette nuit-là, Alexander a trouvé Charlotte debout seule sur le porche, fixant un ciel plein d'étoiles. Il a marché à côté d'elle, s'est tenu là en silence un moment, puis il a parlé. Un seul mot. Reste. Charlotte s'est tournée vers lui. Quoi? Restez ici avec nous, avec moi. Charlotte a demandé, sa voix légère comme le souffle. Combien de temps? Alexander l'a regardé droit dans les yeux, et dans son regard, il n'y avait plus la froideur d'un chef de la mafia, seulement la sincérité d'un homme ouvrant son cœur. Pour toujours, si vous voulez, si vous nous accepterez. Charlotte n'a pas répondu avec des mots. Elle a seulement reposé sa tête sur son épaule et a levé les yeux vers le ciel étoilé. Et ils sont restés comme ça en silence sous la nuit scintillante. Elle n'a pas dit oui cette nuit-là, mais elle n'a pas dit non non plus. Et pour Alexander Rousseau, l'homme qui avait passé sa vie à prendre ce qu'il voulait par la force, apprenant à attendre, apprenant à espérer, apprenant à demander au lieu d'exiger, cela a été le plus grand changement de tous. 5 ans plus tard, printemps, Connecticut. Le manoir Rousseau n'était plus ce qu'il avait l'habitude d'être. Les lourds rideaux noirs étaient partis depuis longtemps, remplacés par de délicats voilages blancs qui flottaient dans la brise. Les fenêtres étaient toujours ouvertes, accueillant la lumière du soleil et l'air frais. Des fleurs fleurissaient partout. Des roses, des tulipes,
des fleurs sauvages poussant librement dans le jardin, peignant les terrains de couleurs vives. La musique dérivait de l'intérieur de la maison, se mêlant aux rires incessants, résonnant à travers la cour. 3 jeunes filles se faisaient la course sur la pelouse verte. Emma, Sophie, Grace, 12 ans, longs cheveux brillants, joues roses saines, grandes et éclatantes de vie. Plus de lits d'hôpital, plus de machines, plus d'ombre de la mort s'accrochant au mur. Seulement l'enfance, le rire et la joie. Emma a crié alors qu'elle dépassait ses sorts. « Je suis plus rapide », Sophie a protesté. « Vous trichez », Grace a filé devant elles deux, riant brillamment et fort. « Vous perdez ». La fille qui avait failli mourir dans le blizzard était maintenant la coureuse la plus rapide, la rieuse la plus bruyante, celle qui vivait le plus pleinement. Dans la cuisine, Charlotte faisait un gâteau arc-en-ciel, une tradition chaque année depuis le jour où elle est devenue partie de cette famille. Alexander est entré avec de la farine partout sur sa chemise, son visage barbouillé de glaçage blanc comme un clown. Charlotte s'est tournée et a éclaté de rire. « Je vous ai dit de rester loin du glaçage. » Alexander a haussé les épaules, l'air innocent. « Je fais juste du contrôle qualité. » Il s'est avancé derrière elle, a enroulé ses bras autour de sa taille et a posé son menton sur son épaule. Ils sont restés comme ça un instant, regardant par la fenêtre 3 filles jouant au soleil. Alexander a parlé, sa voix basse et pleine de sentiments. « Vous savez, je ne vous ai jamais remercié de la bonne manière. » Charlotte a souri. « Pourquoi? C'est la 1000e fois. Pour les avoir sauvés, pour m'avoir sauvé, pour m'avoir appris que le pouvoir ne signifie rien s'il n'y a personne avec qui le partager. » Charlotte s'est tournée, a levé une main vers sa joue et a regardé dans les yeux qu'elle avait aimés pendant 5 ans. « Je n'ai sauvé personne, Alexander. J'ai seulement rappelé à tout le monde que l'amour est plus fort que la peur. » Il s'est penché pour l'embrasser, naturel et doux, comme il l'avait fait 1000 fois auparavant. Les filles sont arrivées en courant et ont brisé le moment. « Maman, papa, nous avons fini. Venez voir. » Elles ont attrapé Alexander et Charlotte par les mains et les ont tirés dans le jardin vers le coin le plus éloigné où un petit arbre se tenait. Il avait été planté l'automne dernier et maintenant il était plein de feuilles vertes fraîches et sur une branche basse, une petite pancarte en bois pendait soigneusement. Ces lettres étaient gravées à la main de l'écriture de la fille. « Pour Rose qui nous a appris que l'amour ne meurt jamais. Il ne fait que grandir. » Charlotte est restée immobile. Des larmes ont coulé sur ses joues, mais c'étaient des larmes de bonheur. Grace a pris sa main, voix douce. « Nous voulions nous souvenir de sa maman, la sœur que nous n'avons jamais rencontrée, la petite fille qui a tout commencé. » Charlotte ne pouvait pas parler, sa gorge serrée d'émotion. Elle a seulement serré les 3 filles dans ses bras, les a tenues proches, des larmes tombant dans leurs cheveux. Alexander est entré, a enroulé ses bras autour des 4. Sa famille, la chose la plus précieuse qu'il avait jamais eue. Ce soir-là, ils se sont rassemblés autour de la grande table à manger. Le gâteau arc-en-ciel était au centre, les bougies brillant doucement. Cette année, les bougies n'étaient pas pour les filles. Elles étaient pour Charlotte, pour son anniversaire. Madame Sullivan se tenait à proximité, pleurant comme elle le faisait chaque année. Sa voix épaisse. « Joyeux anniversaire, ma fille. » Marcus portait un chapeau de fête de princesse Rose. Toujours l'air ridicule comme il l'avait fait 5 ans plus tôt, mais il avait appris à sourire. Les filles ont crié ensemble « Joyeux anniversaire, maman ». Alexander s'est levé et a levé son verre, et la pièce est devenue silencieuse, attendant. Il y a 5 ans, une femme dans un vieux manteau usé et un espoir tenace est entrée dans nos vies. Nous avions abandonné. Les docteurs avaient abandonné. Même moi, j'avais abandonné. Il a fait une pause et a regardé Charlotte, ses yeux brillants. Elle n'a pas apporté de médecine. Elle n'a pas apporté de miracle. Elle a apporté quelque chose de plus simple et beaucoup plus fort. Elle a apporté la croyance que demain vaut encore la peine d'être combattu. Levez votre verre à Charlotte, ma femme, la mère de mes filles, la femme qui nous a tous sauvés.
non pas avec de la médecine, mais avec de l'amour. Tout le monde a levé ses verres. À Charlotte, Charlotte a fermé ses yeux, a fait un vœu et a soufflé les bougies. Quand elle a ouvert ses yeux, elle a regardé autour d'elle. Emma a souri jusqu'aux oreilles. Sophie était aussi douce que jamais. Grace glissait un doigt dans le glaçage et Alexander la regardait comme si elle était son univers entier. Tard cette nuit-là, quand les filles dormaient, Charlotte et Alexander se tenaient sur le porche sous un ciel plein d'étoiles. Alexander a parlé doucement. Pensez-vous elle peut le voir, Rose? Charlotte a souri et a levé les yeux vers les étoiles scintillantes. Je sais qu'elle peut. Elle commande probablement les autres anges là-haut. Alexander a ri comme mère, comme fille. Charlotte lui a donné un léger coup de poing sur l'épaule, puis s'est penchée contre lui. Ils sont restés comme ça dans un silence paisible. Alexander a murmuré « Merci de ne pas nous avoir abandonnés ». Charlotte a répondu, sa voix chaude « Merci de m'avoir donné une raison d'espérer de nouveau ». Ils sont restés en silence, regardant le ciel étoilé. À l'intérieur de la maison, le rire des filles flottait de temps en temps, même dans leurs rêves. Et quelque part entre le ciel et la terre, une petite fille nommée Rose souriait parce que l'amour de sa mère n'a pas pris fin quand elle est partie. Il s'est multiplié. Il a guéri un homme qui avait une fois été perdu. Il a sauvé 3 petites filles. Il a construit une famille qui n'aurait jamais dû exister. Tout parce que parfois l'espoir est la seule médecine nécessaire. Et quelque part entre ciel et terre, l'amour a murmuré en retour. « Vous avez si bien fait, maman. Vous avez tenu votre promesse. » La fin. Cette histoire nous donne beaucoup de leçons précieuses sur la vie. Premièrement, l'espoir est une flamme qui ne doit jamais être autorisée à s'éteindre, même dans les circonstances les plus sombres. Charlotte a prouvé que quand tout le monde abandonne, une personne déterminée peut encore changer le destin. Deuxièmement, l'amour a le pouvoir de guérir chaque blessure. Alexander, un homme puissant qui s'était perdu, a retrouvé le sens de la vie de nouveau à travers l'amour de sa famille. Troisièmement, un passé douloureux ne nous définit pas. Charlotte a perdu sa fille, mais elle a transformé cette douleur en la motivation de sauver d'autres enfants. Finalement, la famille n'est pas toujours les gens qui partagent notre sang, mais les gens qui choisissent de rester, de se battre les uns pour les autres et de s'aimer les uns les autres sans condition. Chers amis, comment cette histoire vous a-t-elle fait sentir? Avez-vous déjà vécu un moment de désespoir et puis trouvé une lumière d'espoir? Quelqu'un est-il déjà entré dans votre vie et a tout changé? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions entendre les histoires du plus profond de votre cœur. Si cette histoire vous a touché, veuillez vous abonner à la chaîne, appuyez sur j'aime et partagez cette vidéo avec les gens que vous aimez. Chaque abonnement, chaque j'aime, chaque partage est un énorme encouragement qui nous aide à continuer d'apporter des histoires significatives chaque jour, souhaitant à tous ceux qui regardent cette vidéo bonne santé, une vie joyeuse, paix et bonheur chaque jour. Merci d'être avec nous. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.